L'orientation et Parcoursup, deux mots qui sont souvent source d'anxiété pour beaucoup de monde. C'est pourquoi je vous propose d'y voir un peu plus clair dans cet épisode. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve aujourd'hui chez Perrine Corvézier, qui est la créatrice du podcast Azimut, qui éclaire les étudiants, les lycéens et les parents sur les études supérieures. Aujourd'hui, Perrine va nous éclairer, nous guider sur ce chemin de l'orientation, et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Pas de souci. Perrine Corvézier, j'ai 48 ans. Je suis maman de 2 enfants. J'ai une fille, Charlotte, de 19 ans. Ouais. Et Timothée a bientôt 13 ans. Ok, super. Et tu es aussi du coup la créatrice du podcast Azimut. Est-ce que tu pourrais nous le présenter s'il te plaît ? Alors, le podcast Azimut, c'est ce que je dis être le podcast de l'orientation. Ok. En fait, notre rôle, c'est d'informer sur les méandres de l'orientation qui se posent entre la fin de la troisième, la fin du collège et puis le début des études. On a choisi de rester sur la France au début, donc en fait on va aborder plein de sujets, de la connaissance de soi à Parcoursup, le grand méchant, soi-disant. Quels sont les parcours après le bac, quels sont les choix à faire avant le bac, et puis on apporte des témoignages. Et puis alors du coup, ton site est très bien fait, c'est-à-dire qu'on peut retrouver très facilement les épisodes, ce qui est quand même génial. Voilà. Et ça vaut le coup parce qu'on a 300 épisodes quasiment sortis. Donc on les a classés, catégorisés, sous-catégorisés, qui permet d'avoir une écoute un peu thématique, et pas de se perdre. Super. Du coup, donc, l'orientation, c'est un vaste sujet, et donc tu es devenue une experte là-dedans maintenant après plus de 300 épisodes. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les clés à retenir sur ce domaine pour un peu nous aider, à nous guider dans cette voie ? Alors déjà, je suis pas l'experte, hein. J'ai découvert le sujet par ma fille il y a un peu plus d'1 an. Ok. Donc en fait, moi je m'appuie sur d'autres experts qui collaborent avec le podcast Azimut. Néanmoins, je peux quand même te livrer 2-3 choses qui me paraissent importantes. Parce que c'est toi qui as entendu toutes les informations quand même. Et je suis la voix pour trouver sa voix, c'est ce que je dis. Néanmoins, ce que je peux te dire, c'est que on a le droit de se tromper. Et ça, c'est peut-être le premier message que j'ai envie de faire passer, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment important. On ne choisit pas une fois pour toutes le reste de sa vie quand on est au lycée. Même si on nous demande de faire des choix de est-ce que je fais un bac général, un bac techno, est-ce que je prends maths, ou est-ce que je prends français, ou est-ce que je prends histoire, ou etc. Ça va déterminer plein de choses. Ça va fermer des portes, en ouvrir d'autres. Mais le système éducatif supérieur est fait de telle manière qu'on peut beaucoup rattraper, partir d'un côté, rattraper l'autre, etc. On ne peut pas tous rentrer dans le même moule. Les salles de classe sont généralement de 30, les amphis de 500, point. Donc de toute façon, il faut trouver la voie qui correspond à chacun, et puis ensuite le parcours qui correspond à chacun. Ça, c'était une première chose que j'ai vraiment retenue. La deuxième, c'est que le système français s'appuie sur les résultats. Et là, en tant que maman et podcasteuse d'un podcast orientation, j'ai envie de dire, c'est maintenant que votre avenir se joue quand même. Donc c'est vrai que les résultats comptent beaucoup, et c'est important que les jeunes en aient conscience, en fait, que ça vaut le coup de cravacher un peu sur certains sujets, d'avoir des bonnes notes. Surtout qu'on va leur demander de choisir ce qu'ils aiment et là où ils sont bons. Donc en fait, le système va sélectionner quelques matières où, tant qu'à faire, ils sont bons, et on va leur demander d'être encore meilleurs et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vu sous un angle, c'est plutôt positif, quoi. Mais tout le monde ne peut pas être le meilleur. Voilà, et il n'y a qu'un premier de classe. Donc il faut aussi être très réaliste dans ce qu'on va espérer, demander, avoir comme études supérieures. D'accord. Et pour ça, il faut établir des stratégies, c'est un bien grand mot. Moi, c'est pour ça que j'aime bien m'adresser aux parents, parce qu'eux connaissent le mot stratégie,
pour les jeunes, c'est un peu effrayant. L'idée, c'est quand même de se dire, voilà, on va essayer de trouver ce qui est optimiste, ce qui est un peu pessimiste, et puis ce que j'aimerais vraiment faire dans lequel je me sens bien. Un peu une roadmap de tes études et de voir, ok, Voilà. si tu passes par là, il peut se passer ça, Exactement. si tu n'y arrives pas, on va passer par là. Donc ça, c'est important d'avoir cette stratégie établie pour espérer avoir tout ce qu'on peut avoir. Ok. Et pour établir une stratégie cohérente, ce qui est important, c'est de bien se connaître. Et en fait, ça, c'est la base. Bien se connaître, c'est apprendre à trouver qui on est vraiment, pas forcément ce qu'on veut faire comme métier, parce que les métiers, plus tard, n'existeront plus de la même façon, mais vraiment de se dire, voilà, moi, ma force, c'est le travail collaboratif, ou je n'aime pas travailler en groupe. Et ça, en fait, ça va déterminer le genre d'études qu'on peut faire, le genre de métier qu'on pourrait exercer plus tard. Quelles sont les valeurs, je déteste l'injustice. Évidemment, on se dit, cette personne-là, elle pourrait faire du droit, mais pas que, en fait. Il y a plein de métiers plein d'études qui vont prendre en compte cette capacité à être révolté, voilà, parce qu'on peut détester l'injustice, mais être incapable d'aligner 4 mots, on préfère l'écrit, donc dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas les plaider en tant qu'avocat. Par contre, on pourrait tout à fait être juriste. Il faut savoir quelles sont ses capacités. Donc ça me paraît très très important de faire passer comme message que la connaissance de soi est la base de tout. Et puis ensuite, il faut y aller sereinement. C'est la sérénité. Moi, c'est un mot que j'aime bien. À partir du moment où on a anticipé, on a parlé des sujets avec un peu de réalisme, il faut y aller cool, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué l'adolescence que si en plus on rajoute ce stress de l'orientation par-dessus, ça devient frustrant, énervant, et puis les parents et les enfants ont beaucoup de mal en fait à échanger sur ce sujet-là. C'est vrai. Donc du coup, sur ton podcast, tu viens de l'expliquer, tu parles beaucoup de choix d'orientation et de ce fameux Parcoursup. Alors, je sais que tu as fait un épisode en plus très spécifique là-dessus. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous déblayer le terrain sur ce Parcoursup, nous expliquer mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe là-dedans et voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir un petit peu pour appréhender cet outil un peu diabolique. T'as combien de temps? Moins de 30 minutes. Non, Alors, Parcoursup, déjà, avant tout, c'est une plateforme. C'est une plateforme de recueil d'informations qui communique d'une part avec les demandeurs qui sont les étudiants, les lycéens de terminale ou les étudiants en reconversion, et de l'autre côté, toutes les formations. Donc en fait, ça, c'est une passerelle d'informations. D'accord. Parcoursup, comme ça fait passer les informations, ça agrège des données, et ces données-là, elles sont librement consultables. D'accord. Et ça, c'est l'autre partie de Parcoursup qui me paraît très importante, c'est que Parcoursup est une source d'informations très intéressante sur l'ensemble des formations, parce qu'elle donne la plateforme quand on la consulte, et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui peut la consulter. On n'a pas besoin d'être en terminale, on n'a pas besoin d'avoir un dossier. On peut les consulter sur le BTS de mécanique à Blois, combien de places il propose, quel est le public qu'il a recruté les dernières années, qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme baccalauréat, ou qu'est-ce qu'il faut comme compétences, qu'est-ce qu'il faut écrire dans sa lettre de motivation, qu'est-ce qui va compter en pondération comme note du bac, qu'est-ce qu'il faut avoir choisi comme spécialité. Donc en fait, ça peut être une très bonne source quand tu construis ta stratégie justement pour faire tes études. C'est que Parcoursup, pour moi, c'est avant tout une méga bibliothèque de formation. Il y a 20 000 formations en France qui sont référencées sur Parcoursup. C'est l'essentiel. Il y en a d'autres qui ne sont pas sur Parcoursup. Donc c'est important de le savoir. Par exemple, beaucoup d'écoles de communication ne sont pas sur Parcoursup, des formations d'hôtellerie ne sont pas sur Parcoursup, et puis des nouvelles formations qui n'ont pas encore l'agrément de l'État ne sont pas sur Parcoursup. Mais il y en a 20 000, 21 000 sur Parcoursup. Et du coup, sur Parcoursup, il y a aussi des établissements privés ou c'est que public? Il y a vraiment tout. Alors il y a toutes les universités publiques, évidemment, plus des écoles privées qui ont reçu... Alors, je ne sais jamais, parce que ça, typiquement, je ne suis pas assez ancienne dans le vocabulaire, mais en tout cas, l'État a reconnu le diplôme. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est un des critères importants pour être sur Parcoursup. Donc, le Parcoursup, c'est une base de données, une bibliothèque d'informations sur les formations. Et puis après, c'est tout un mécanisme
de la demande et de l'offre. Les formations, elles vont dire, l'année prochaine, dans ma formation BTS mécanique à Blois, j'ai 30 places dans la classe, voilà ce que je vais chercher. Et de l'autre côté, on a des candidats, lycéens, futurs bacheliers, qui vont dire, moi ça m'intéresse, voilà. Et ça va être l'algorithme qui va pondérer un peu les meilleurs dossiers qui correspondent pour compléter la classe des 30 places. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va fermer la plateforme, chacun aura complété ses vœux, et à la suite de ça, la formation va faire tourner l'algorithme et va dire aux 30 candidats qui semblent lui correspondre le mieux, je vous offre une place, enfin je vous propose une place dans ma formation. Et puis les candidats, ils ont 10 vœux et 20 sous-vœux, donc ils ont plein d'options possibles. Et en fait, il se peut très bien que l'un des 30 à qui on propose la place a d'autres vœux prioritaires. Et dans ce cas-là, va refuser cette place. Et puis le 31e va se voir proposer la place. Donc en fait, c'est un peu le mercato des jeunes dans ce format-là. Donc, et tout se passe sur Parcoursup, tout se passe sur cette plateforme web. C'est un site web qui, honnêtement, est assez bien fait. Assez facile de naviguer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 600 000 candidats par an qui passent sur ce site-là. Donc en fait, il y a quand même très peu de raisons que ça se passe mal pour vous. Voilà. Et sur les 20 sous-vœux que vous allez proposer, que vous pouvez proposer, il y a quand même de grandes chances que vous ayez, si vous avez fait une stratégie réaliste, que ça se passe bien. Voilà. D'accord. Et donc du coup, en tant que élèves, quelles sont un peu les informations qui doivent rentrer dans la plateforme? Alors, c'est des informations toutes simples de nom, prénom, leur historique un peu en cours, voilà, parce que la plateforme recueille automatiquement des lycées les notes. Une fiche qui s'appelle la fiche à venir, dans laquelle le lycée indique que les vœux proposés par l'élève sont réalistes, sont cohérents ou pas. Donne son avis. Donc ça arrive automatiquement dans la plateforme. Et par contre, sur chacun des vœux, il est demandé que l'élève fasse une lettre de motivation, qui s'appelle autrement, mais voilà, et qui explique pourquoi est-ce qu'elle postule l'élève postule dans telle formation. Donc ça, c'est une petite page A4 à faire en termes de quantité. Ça, il faut faire attention à bien construire cette lettre-là, pas faire de faute d'orthographe, pas faire de copier-coller d'une formation à l'autre. Et puis sinon, en fait, avec l'information qu'on a eue, si le BTS mécanique indique qu'ils apprécient les candidats qui ont fait des engagements associatifs, si on l'a fait, on peut le marquer dans son dossier. Donc il y a un endroit où on peut marquer les sports qu'on fait, est-ce qu'on a été délégué de sa classe, est-ce qu'on a travaillé pour une association, quelles sont ses passions, etc. Ça permet d'en donner un peu plus. Alors, je dis pas que toutes les formations lisent tous les dossiers, mais en tout cas, on a la possibilité, si on veut, de faire ressortir des choses bien sur soi. Donc, comme quoi, c'est hyper intéressant d'aller regarder correctement ce qui se passe dans l'établissement qu'on vise, parce qu'en fait, il donne beaucoup d'informations dont on peut se servir justement quand on postule. Donc, exactement. D'accord. Alors, l'idée, c'est de bien se connaître, de bien connaître la formation, et d'estimer si on est en adéquation. L'idée, c'est pas de mentir en disant tout d'un coup, ils cherchent de l'associatif, j'en ai jamais fait, donc je vais raconter que j'ai été donné des repas au Resto du Cœur. Si c'est pas vrai, il y a quand même un risque que ça se sache, ou que ça ressorte pas, ou que voilà. Donc ne mentons pas, essayons de trouver là où on sera le plus pertinent en fait. D'accord, super. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air si diabolique que ça finalement. Non, en fait, c'est très décrié parce que derrière, il y a un algorithme. Et un algorithme, ça fait un peu peur parce que c'est un peu opaque. Même si l'algorithme, en fait, si vous êtes super technicien, il est disponible, vous pouvez aller consulter, etc. Bon, moi, je ne sais pas lire un algorithme. Mais en tout cas, il est disponible. Ce qui fait un peu peur, c'est qu'on a l'impression que c'est la loterie. Et puis, ce qui fait un peu peur, c'est qu'en tant que parent, pour ses enfants, on rêve qu'ils aient leur premier choix, leur meilleur choix. Et puis, de temps en temps, en fait, il n'y a pas de place parce qu'il y a d'autres plus adaptés. Voilà. Donc, c'est ça qui fait un peu peur avec l'algorithme, c'est que
On ne peut pas s'assurer que mon enfant est le meilleur, est le plus beau, est le plus intelligent et aura la place. Non, pourtant ça ne se passe pas comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas grave parce que si on a bien construit sa stratégie, ça peut quand même bien se passer. Voilà, on peut avoir son 10e vœu, le moins espéré, au pire des cas. Et encore une fois, après un BTS, on peut rejoindre une licence, on peut rejoindre une école de commerce, etc. Il y a plein de passerelles. D'accord, ok. Est-ce que du coup, cette plateforme est indispensable pour son choix d'orientation ? Est-ce que, quoi qu'il arrive, on est obligé de passer par Parcoursup quand on a envie de faire des études supérieures ? Alors, non. C'est pas un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire pour les formations qui y sont référencées. D'accord. Donc, si on veut faire une des 21 000 formations, oui. Mais il existe des parcours autres, hors Parcoursup. Par exemple, j'ai lu qu'une école connue d'art, là on est en novembre, Parcoursup commence les dossiers plutôt en janvier. Là, vous pouvez postuler dans cette école-là, valider votre inscription, payer les frais, et c'est sûr que vous serez admis si vous avez votre bac l'année prochaine. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire un dossier Parcoursup. J'aurais tendance à conseiller de faire des backups et de se dire je fais Parcoursup et je fais même des formations hors Parcoursup. Avec ma fille, on avait fait toute une sélection Parcoursup et puis on avait fait en plus une école de communication hors Parcoursup en route secours au cas où on a laissé tomber en cours de route parce qu'on n'avait pas eu besoin. Mais voilà, donc il faut se servir de Parcoursup et de hors Parcoursup si ça correspond au projet. Ouais, ok, super. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure, que justement les parents pouvaient aider dans cette stratégie d'orientation. Mais est-ce que tu as d'autres peut-être conseils pour les parents pour qu'ils puissent accompagner le mieux possible leurs jeunes dans le choix d'orientation ? Alors, le mieux possible, oui, mais en tout cas, le faire. Moi, ce que je veux vraiment... J'aurais réussi avec Azimut si les parents s'investissent dans cet accompagnement. Parce que les parents sont ceux qui connaissent le plus leurs enfants, depuis le plus longtemps, dans plein de situations différentes. Ils connaissent leurs bons jours et leurs mauvais jours. Ils connaissent leurs qualités et leurs défauts, leurs talents cachés. Voilà. Et moi, j'ai vraiment envie qu'ils s'investissent. Donc, je peux que conseiller de donner le meilleur de soi en tant que parent pour y aller. Quelques conseils que je peux peut-être donner. Malheureusement, l'orientation se passe à l'adolescence, et l'adolescence, on sait quand dans la famille, ça peut être un moment un peu tendu. Donc, il faut y aller avec des pincettes. Ça sert à rien de harceler son enfant avec la même question au réveil tous les matins, genre alors qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais faire plus tard, ça va pas aider. Ça sert à rien de se dire on est en conflit et de rajouter une couche sur l'orientation parce que en plus t'as une mauvaise note, mais en plus de ça tu sais pas ce que tu veux faire, ou justement choisissons le moment pour se mettre sur le sujet. Non, ça c'est pas une bonne idée. Donc c'est y aller en se disant c'est un sujet délicat, c'est un sujet où on a tous l'impression que l'avenir se joue, donc prenons des moments, choisissons des moments sympas. On peut y aller de manière un peu ludique. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de se dire le 20 décembre en terminale, je commence à réfléchir. Anticipons, Parcoursup est ouvert toute l'année, dès la 3e, vous pouvez y aller, faire un petit tour. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a à faire, mais il y a plein d'autres choses à faire. Aller aux journées portes ouvertes, à des salons, lire des articles, écouter des podcasts, lire des livres. Enfin, il y a plein de choses différentes. Il faut trouver le bon moyen, les bonnes ressources pour chacun. D'accord. Oui, puis ça peut être sympa finalement de faire cet exercice d'une façon très informelle au début, mais assez longtemps à l'avance, pour un peu le diriger plus ou moins et voir un peu vers où il aimerait aller, et puis au moment opportun de revenir sur le sujet pour un peu le guider. Mais c'est sûr que effectivement, un ado va pas forcément savoir ce qu'il a envie de faire ou se rend pas forcément compte du parcours qu'il va devoir faire, et que ça peut être vraiment intéressant que le parent soit là pour l'accompagner justement, parce que le parent sait ce qui va se passer et du coup ça peut être un très bon soutien aussi pour ça. Et je sais que j'avais aussi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui proposaient à leurs ados de faire des stages de mise en situation. En fait, il y a certaines écoles qui proposent, par exemple, une semaine ou plusieurs jours où un élève extérieur peut venir pour participer à un cours et voir un petit peu... Ça s'appelle des journées d'immersion. Exactement. Et ça, c'est super à faire si on peut.
Il y a les stages, on a parlé aussi des stages en immersion professionnelle qui sont intéressants aussi. Moi, je sais qu'avec ma fille, elle en avait fait 4 pour écarter des pistes, pour confirmer des pistes, pour discerner, pour voir. Donc ça peut être intéressant d'être dans l'aspect pratique. Puis de se rendre compte, du coup. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, un magasin, rester debout, elle avait fait un stage chez un vétérinaire, voir du sang, dans des situations où il ne se passe pas grand-chose, d'autres où c'est la course. Ça, c'est intéressant de voir ça. Oui, parce qu'on peut un peu idéaliser un métier et finalement sans pas du tout se rendre compte de ce que c'est vraiment au quotidien. Et le fait de faire un stage, au moins tu te dis « Oula, ah ouais, en fait, je crois que ça va pas du tout le faire. » Exactement, ça c'est important. Et tu parlais de l'aspect ludique, c'est important aussi de se dire, il y a plein d'astuces pour poser la question. J'ai fait un cahier d'activités dans Parcoursup qui est encore téléchargeable, que je laisse téléchargeable parce qu'il plaît beaucoup. 14 activités pour mieux connaître et aborder l'orientation avec son enfant. Super. Un exemple, t'invites qui? T'as une pizza à partager avec des gens inspirants autour de toi, ou que tu connais pas, même du passé, qui sont morts il y a 5 ans, il y a 200 ans. Tu vas inviter qui? Et pourquoi tu vas les inviter? Et en fait, c'est intéressant de réfléchir à des sujets un peu comme ça, qui sont un pas de côté, parce que en fait, ce que l'enfant va te dire, ça va te donner des informations. Il est passionné de voiture, en fait. Il le dit pas au quotidien, mais en fait, il veut absolument inviter, sur les 3-4 personnes qu'il peut inviter, il y a deux personnes qui s'occupent des voitures, ou dans le sujet des voitures. Donc ça peut être intéressant d'aller creuser ce sujet-là. Est-ce que c'est juste une passion, ou est-ce que c'est un intérêt, ou est-ce que potentiellement il y a quelque chose à faire sur l'orientation là-dessus? Trop bien. Bon, du coup, allez télécharger ce guide, ça va vous aider. On arrive à la question pour les auditeurs, justement. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Sachant que tu nous as donné déjà plein de choses, mais est-ce que tu as un truc qui te tient à cœur et que tu as envie de nous partager? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire de plus? Parce qu'effectivement, j'ai dit beaucoup de choses. Ce que j'aurais peut-être envie de dire, c'est prenez le temps aussi d'avoir le temps de changer. On ne faut pas se jeter avec l'orientation, un sujet comme l'orientation, sur un seul sujet. Votre enfant qui vous dit depuis toujours qu'il va être vétérinaire, attention, il y a tellement de difficultés, de pas, de choix à faire avant d'arriver à là, que c'est pas mal de laisser un peu ouvert les options et les opportunités sur d'autres sujets, d'autres métiers, d'autres études. Parce que j'ai vu des parents qui nourrissaient beaucoup un vœu très cher de leur enfant, et en fait quand ça se passe pas, c'est dur d'accepter. Voilà. D'accord, super. C'est un peu le principe de t'es pas obligé d'aimer la glace à la vanille toute ta vie, quoi. Voilà, exactement. Et puis en plus on évolue toute sa vie aussi, donc effectivement quelque chose que t'aimais beaucoup quand t'étais petit, 10 ans après peut avoir complètement changé parce que t'as découvert d'autres choses aussi, donc super conseil. Et du coup pour finir, comment on peut suivre tes aventures sur les réseaux? Alors, les aventures, c'est le site azimut-podcast.com. Qui est génial, allez-y, il est extraordinaire. Ou alors la plateforme sur laquelle vous écoutez des podcasts. Donc tu es disponible sur toutes les plateformes. Azimut, cherchez Azimut. Voilà. Et tu as des réseaux sociaux du podcast? Alors, LinkedIn pas mal. Sinon, on est sur Facebook et Instagram, mais peut mieux faire. En progression, belle évolution. La marge. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que cet épisode pourra aider et dédiaboliser un petit peu Parcoursup. En tout cas, tu as donné plein de conseils, donc je pense que tout le monde devrait bien s'en sortir. Ouais. Allez-y, pas de souci. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!